Bonjour à tous, vous êtes bien sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Veuillez dès à présent suivre le courrier des auditeurs. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa. Bonjour et bienvenue pour cette émission du Courrier des auditeurs. Ici Sasa et Elisa Dufaux. qui vous accueille aujourd'hui. Alors Lisa, aujourd'hui on a un programme d'enfer, on a plein de questions auxquelles répondre. Tout à fait. Les concours, des gens à saluer, enfin bon bref, c'est... On va y aller et répondre l'une après l'autre. Mais avant tout ça, on va vous rappeler les concours, avec d'abord le concours mensuel du mois d'octobre. Est-ce que tu peux nous rappeler la question ? Oui, je sais que les concours sont très attendus et on a déjà d'ailleurs reçu quelques réponses. Donc la question pour le mois d'octobre, c'est quelle troupe japonaise a été invitée à défiler le 10 octobre pour la fête nationale taïwanaise ? Voilà, la fête nationale, donc la fête du double 10, comme on l'appelle ici à Taïwan. Et c'est Florian et moi qui sommes allés faire un reportage sur place avec une émission qui était presque en live, on va dire. Disons qu'on a enregistré sur place et qu'ensuite on est venu mixer au studio. Voilà, pour vous présenter comment s'est passée la fête nationale, avec les défilés, les discours. Une émission tout ça. spéciale. Voilà. Mais il y avait Et aussi quelques vidéos d'ailleurs. voilà, plusieurs vidéos travaillées par Fix, que je vous invite à aller voir sur notre compte YouTube et sur Facebook également. D'ailleurs, la question trimestrielle porte sur la chaîne YouTube aussi, mais je rappelle avant ça les cadeaux pour la question mensuelle. Ce sera 4 petits phares LED, LED, les lampes rouges clignotants. Alors, ça peut mettre de l'ambiance lors des fêtes, par exemple. Alors, quant à la question... Sur le sapin. Oui, ou sur le sapin. Effectivement, on arrive bientôt en décembre. Quant à la question trimestrielle pour octobre, novembre, décembre, c'est donc citer 3 vidéos de la chaîne YouTube de RTI en français qui portent sur les cultures autochtones et dites-nous laquelle vous avez préférée et pourquoi. Alors c'est vrai qu'on ne manque pas de vidéos sur les cultures autochtones sur la chaîne YouTube de RTI, donc voilà, je vous invite à aller les découvrir directement. Et bientôt, vous en aurez des nouvelles, puisque Florian et moi, nous allons dans 2 jours, à Tuban pour assister au rituel des 5 ans des Taïwan. Donc, il y aura plusieurs vidéos qui seront publiées à partir de ce voyage-là. On a plein d'interviews prévues et de reportages, donc voilà. Et il y a aussi, de ton côté, je crois, quelque chose qui se prépare aussi dans ce coin-là de Taidong. Oui, tout à fait. Je vais retourner à Taidong pour rencontrer Akat Orat, qui avait construit une maison traditionnelle Amis, et donc il a refait le toit en chaume. Ce qui est assez rare à Taïwan d'avoir des maisons avec un toit en chaume, donc je vais aller spécifiquement l'interroger là-dessus. Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo, peut-être, je vais voir. Voilà. En tout cas, le cadeau pour ce concours-là, c'est 4 baozi, c'est-à-dire des petits pains à la vapeur dans leur petit panier. Alors, je ne sais pas si ça va être des pains à la vapeur à manger. À mon avis, ça va être chaud à envoyer ou ça arrivera froid. En tout cas, non, je rigole. Mais bon, en tout cas, c'est une... Ce sont des porte-clés, c'est ça ? Je ne sais pas. En tout cas, ou des bibelots. À moins que ce soit des vrais baozi, je ne sais pas. Ouais. à découvrir. Voilà, donc merci de nous écrire. On attend vos réponses à nos questions. Et on vous remercie d'ailleurs, remercie tous les auditeurs qui nous ont écrit, avec notamment Daniel Klotz qui nous a écrit de Marseille. Alors on le salue. On salue aussi tous les habitants de Marseille. De Marseille. Voilà. On salue également Daniel Villon qui nous a écrit, ou encore Jacques Augustin, Rubens Ferraz Pedroso qui nous a écrit de Bandeirantes au Brésil, ou encore Paul Jamet, mais aussi Guy Lelouet qui nous a écrit de Rosporden en Bretagne, et Jean-Coba
Femeria qui nous écrit d'Espagne et qui nous remercie pour la carte QSL qu'il a bien reçue. On a aussi également reçu un message de Philippe Marsan que l'on félicite puisqu'il nous a dit qu'il s'était marié avec sa compagne Maryse, qui est le même nom que ma grand-mère. Alors, on le félicite, on félicite tous les deux. Félicitations. Voilà, c'est vraiment... Et plein de bonheur. Ouais, on est de tout cœur avec vous. Et on est de tout cœur également avec notre auditeur Oulad Brahim qui nous a écrit du Maroc et qui nous a raconté dans plusieurs messages son expérience traumatisante du séisme dans son petit village du Maroc. Il nous a raconté comment il avait réussi à secourir plusieurs personnes de son village. Donc voilà, on pense bien à lui et aux victimes aussi, ainsi qu'à leur famille. Ça doit vraiment être très difficile de vivre après un tel choc parce que plusieurs personnes dans son village n'ont pas survécu. Et voilà, il doit continuer à vivre avec ça et essayer de reconstruire. Sa maison, je crois, a été partiellement détruite. Ouais. Voilà, donc on lui souhaite bien du courage. Et on pense à tous les auditeurs qui sont dans cette situation. Et d'ailleurs qui trouvent encore le temps de nous écrire et de nous écouter. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions-réponses. Du coup, on va peut-être commencer par la question sur le mariage. Oui, de Philippe Marsan, le nouveau marié, donc, qui nous a écrit. Qui se demandait justement, est-ce qu'à Taïwan, il y a aussi des cas comme ça de personnes qui se marient à un âge assez avancé. En fait, c'est assez difficile de trouver vraiment des statistiques spécifiques par âge. Ce qu'on trouve plutôt, c'est des statistiques sur la moyenne de l'âge auquel on se marie. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à Taïwan, les jeunes se marient de moins en moins. En 2022, il y avait à peu près 55% des hommes et 41% des femmes entre 30 et 39 ans qui n'étaient pas mariés. Et plus les gens sont jeunes, moins ils se marient en fait à Taïwan. Alors que les femmes de plus de 50 ans, par exemple, il n'y a que 7% qui ne sont pas mariées. D'accord. Voilà. Et donc l'âge moyen auquel on se marie à Taïwan, selon les statistiques gouvernementales en 2022, c'est 32,6 ans pour les hommes et 30,7 ans pour les femmes. Et en fait, cet âge continue on continue à se marier de plus en plus tard aussi. Surtout pour les femmes, en fait, ça recule de plus en plus vite. Et l'âge moyen pour avoir le premier enfant pour les femmes à Taïwan, c'est environ 31,4 ans. 31,4 ans, donc un an à peu près après la moyenne d'âge à laquelle les femmes se marient. Alors tout ça, ça s'explique aussi, le recul de l'âge du mariage à Taïwan, ça s'explique aussi par le niveau d'éducation des femmes qui augmente et la priorité qu'elles donnent à leur carrière professionnelle. Et donc souvent, elles souhaitent faire des études et commencer à travailler après, et seulement se marier après. Mais aussi pour des raisons financières. Tout à fait. Parce que le coût de la vie est de plus en plus élevé. Ça coûte cher de se marier. Voilà, il faut organiser les banquets, les gâteaux de mariage, toutes ces choses-là qui coûtent de l'argent. Et en principe, les parents font... ça, je crois que c'est aussi dans beaucoup de pays le cas. Les parents insistent pour inviter telle ou telle personne. Ça fait augmenter les chiffres. Et il y a aussi le coût du logement, qui je crois est encore plus important. Parce qu'à Taïwan, on considère que pour se marier, il faut avoir une bonne situation déjà. Il faut avoir une maison, une voiture. Voilà, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est très difficile d'acheter un bien immobilier à Taïwan, surtout à Taipei, dans la capitale. Donc les gens attendent souvent pour se marier, en fait. Ou alors ne se marient pas. Ou ne pas. se marient pas. Je connais de plus en plus de gens qui, effectivement, ne se marient pas, mais ont emménagé ensemble, ont eu des enfants ensemble. Alors ça, toutefois, d'après les statistiques, en tout cas pour le moment,
La plupart des couples qui ont des enfants sont mariés en fait à Taïwan. Il y a très très peu d'enfants nés dans des couples qui ne sont pas mariés, peut-être en raison de l'influence confucienne ou alors selon les témoignages, voilà, beaucoup de personnes disent que les enfants qui sont nés hors mariage ou alors dont les parents ne sont pas mariés seraient discriminés un petit peu par leurs camarades en classe, par exemple. En tout cas, ce serait mal vu d'avoir des enfants si on n'est pas marié. Bien sûr, tout ça va peut-être changer dans les prochaines années. C'est déjà en train de changer. Mais c'est encore majoritairement comme ça. Les dernières statistiques que j'ai trouvées, ça date de 2017. Il y avait à peu près seulement 5% des enfants à Taïwan qui étaient nés de parents non mariés, contre par exemple 40% aux USA, aux États-Unis à la même période. Et j'ai aussi lu un article du magazine Tianxia qui était assez intéressant, qui disait qu'il y avait aussi de plus en plus de femmes qui ont à peu près 35 ans ou 40 ans, qui voudraient se marier ou surtout voudraient avoir un enfant, mais qui ne trouvent pas de mari. Parce qu'en fait, du coup, elles ont donné leur priorité à leur carrière et ensuite, elles n'ont pas eu le temps d'avoir beaucoup de relations sociales qui leur permettraient de trouver un mari. Et parfois, en fait, les hommes taïwanais trouvent que c'est un peu trop vieux, entre guillemets, pour une femme, 35-40 ans. Et donc, voilà, apparemment, il y aurait cette difficulté pour certaines femmes qui arrivent à l'âge, en fait, limite, entre guillemets, pour avoir des enfants. Et c'est vrai que, du coup, j'ai pas trouvé de statistiques précises pour répondre à Philippe Marsan à propos des cas de mariage de personnes très âgées, mais j'ai demandé à notre collègue Tiffaine, parce qu'elle est taïwanaise et elle a pas mal d'expérience, voilà, de la vie à Taïwan. Elle peut voir un petit peu ce qui se passe parmi ses proches taïwanais. Et effectivement, elle indiquait que les mariages de personnes assez âgées à Taïwan, c'est quelque chose de marginal. Peut-être en France aussi, c'est plutôt des remariages, par exemple. Et elle disait que c'est surtout les hommes, en fait, qui se remarient quand ils ont un âge assez avancé pour trouver une femme qui puisse les aider à la maison. En revanche, parfois, les femmes âgées n'ont plus trop envie de se marier parce que pour elles, si elles ont perdu ont déjà donné, leur mari, voilà, elles retrouvent leur liberté, entre guillemets. Et puis aussi, de toute façon, même parfois, si elles voulaient se remarier, elles ne trouvent pas forcément d'hommes qui souhaitent se marier avec une femme très âgée. C'est difficile de trouver un mari. Alors, parfois, c'est un peu des clichés, hein, je dois le dire, et c'est différent pour chaque personne, mais c'est un petit peu le retour informel, enfin, comment dire... vraiment personnel, d'observation. Voilà. Tout à fait. De notre collègue. Voilà. Mais en tout cas, de toute façon, quel que soit l'âge, on souhaite à Philippe Marsan et à Maryse beaucoup de bonheur, et c'est pas l'âge qui est important. Oui. Voilà. Alors, on a également une question de Jacques Augustin qui nous a écrit et qui nous a envoyé un rapport d'écoute. Et qui nous a posé la question suivante. À combien s'élèvent les réserves en or de Taïwan et est-ce que les Taïwanais se réfugient derrière le métal jaune pour épargner ? Question intéressante. Ouais, j'ai trouvé cette question vraiment très très intéressante et stimulante parce que ça ouvre en fait la porte à plusieurs questions. Donc la manière dont les Taïwanais épargnent, le rapport aux Taïwanais à cette matière qui est l'or. Je vois que tu as plein de fiches devant toi, tu as fait beaucoup de recherches. C'est vrai. Alors, disons que traditionnellement, à Taïwan, c'est vrai que l'or est très important. Par exemple, on offre des bijoux en or, des choses en or pour la naissance d'un enfant, une promotion, un examen réussi, mais surtout pour les fiançailles ou le mariage. Je me rappelle une cérémonie de mariage traditionnel dans le sud, près de Tainan, vraiment dans la campagne, où il y avait le mari avec sa famille qui arrivait dans la maison de la mariée le matin du mariage avec une valise remplie de billets de 1000 NT.
et des bijoux en or qu'ils mettaient, que les parents, les beaux-parents mettaient au cou de la mariée, au poignet, aux oreilles, voilà, que des trucs en or qu'ils mettaient sur la mariée qui était assise avec les pieds posés sur un petit tabouret. Voilà, c'était vraiment très traditionnel. Et donc c'est vrai que c'est très important. Ça peut être aussi offert pour des anniversaires dans les années 70, 80, 90. La vente d'or et l'achat d'or dans les boutiques de bijoux était une activité très importante, notamment dans le quartier de Longshan, dans la rue Shiyuan. Mais c'est quand même moins le cas aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que beaucoup de Chinois qui sont arrivés de Chine après la Seconde Guerre mondiale et après la débandade, la fuite du régime de Chiang Kai-shek à Taïwan, ont eu un rapport à l'or très étroit, puisque en fait pour eux, après la guerre civile et la guerre anti-japonaise, acheter des lingots d'or, des objets en or, c'était vraiment quelque chose de rassurant, parce que ça permettait d'avoir quelque chose qui vaut quelque chose. En toutes circonstances. Malgré l'inflation, parce qu'on sait que pendant les situations de guerre, il y a toujours de l'inflation. Donc sans doute que ce traumatisme-là est resté, et beaucoup de gens ont continué comme ça à acheter de l'or quand ils avaient de l'argent, au lieu peut-être de faire d'autres types d'épargne. Ce qu'on peut dire également, c'est que pendant les années 80 et 90, Taïwan a importé beaucoup d'or, et notamment c'était le plus grand importateur d'or dans le monde à la fin des années 80. Donc, alors j'ai trouvé des statistiques par rapport à ça. En 1987, Taïwan avait officiellement importé 130 tonnes d'or, contre 27 tonnes seulement en 86. Donc c'est vraiment un saut immense. Et en 1988, les 130 tonnes sont passées à 350 tonnes. Mais disons que c'était la période où le marché de l'or a été libéralisé, parce que pendant toute la période de la dictature, le régime du KMT limitait l'importation et l'exportation d'or. Donc ça se faisait seulement de manière officielle à travers la Banque de Taïwan. Et donc c'est après cette libéralisation que les gens se sont un peu rués sur l'or, littéralement. Mais maintenant c'est beaucoup moins important. Donc par exemple en 2014, Taïwan avait importé seulement 22 tonnes d'or. Donc c'est rien par rapport aux 350 tonnes de la fin des années 88. Voilà. On peut aussi dire que Taïwan a vraiment une histoire particulière avec l'or, puisqu'il y a pas mal de mines d'or. Tout à fait. Il y a vraiment eu une ruée vers l'or à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, effectivement, pendant la colonisation japonaise. Il y a eu par exemple une ruée vers l'or à Jinguashi, dans la zone de Ruifang. Pas très loin de Taipei en fait. Voilà, dans le nouveau Taipei actuel. Et maintenant on peut encore retrouver le fameux musée de l'or de Jinguashi avec un mémorial. On peut voir aussi cette fameuse, cette célèbre, comment on dit, une fonderie d'or et de cuivre dans le nouveau Taipei. Tu sais, c'est des par étage. Certains disent que ça ressemble au Potala. Mais c'est quand même un bâtiment abandonné, donc c'est un bâtiment beaucoup plus abîmé que le Potala, on va dire. Mais... abandonné, et qui est illuminé, je crois, depuis 2019. Donc c'est très joli de passer devant la nuit. Mais il y a plein de traces de cette ruée vers l'or et de toute cette exploitation minière à Taïwan, même... Juste à côté de chez moi, il y a une ancienne mine. Mais alors, c'est pas forcément de l'or. Ça peut aussi être du charbon. Il y a aussi cuivre. Voilà, il y a beaucoup de noms aussi. Ça se retrouve dans la toponymie. Il y a énormément de noms de villages, de zones qui s'appellent Keng. Oui, mine, tout simplement. Voilà, donc... Et par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les Taïwanais... maintenant privilégie plutôt pour épargner la bourse. Enfin, c'est pas vraiment une épargne, c'est un placement quoi, mais un placement qui rapporte ou qui ne rapporte pas. Tout à fait. Alors surtout chez les jeunes en fait, parce que par exemple les personnes âgées de 30 ans ou moins qui investissent en bourse, qui jouent en bourse, ont augmenté de plus de 20% au cours des 2 dernières années.
le nombre de comptes de détenteurs d'actions voilà, sur le Taiwan Stock Exchange a augmenté de 670 000 pour atteindre les 11,24 millions. Et sur ces 11,24 millions d'investisseurs l'année dernière, on avait 42,9% qui étaient âgés de 30 ans ou moins. Waouh! En fait, pour rapporter ça à la population de Taïwan, qui est environ 23 millions d'habitants, oui, ça veut dire que c'est vraiment si on enlève les énorme. enfants, presque tout le monde joue en bourse, en fait. Et en fait, ce phénomène est notamment dû au fait qu'il y a la bourse en ligne faite à partir des smartphones. Donc ça attire énormément de jeunes sur le marché. Et puis il y a aussi le développement de tout un mouvement de commentateurs, de conseillers sur YouTube, sur Clubhouse, qui vont faire des podcasts, des vidéos pour conseiller sur la manière d'investir en bourse. Et ça joue aussi. Oui, ça voilà. encourage... Je sais pas s'il faut dire à investir ou à jouer, parce que au départ, la bourse était créée pour investir... dans des entreprises, mais c'est vrai que parfois c'est un peu devenu comme un pari ou un jeu pour les personnes qui, voilà, dans le métro, savent pas trop quoi faire, du coup passent leur temps on voit souvent dans le métro des gens qui sont là en train de regarder des personnes de tout âge, vraiment. C'est extrêmement répandu. Ouais. Voilà, donc merci à Jacques-Augustin pour sa question. Et nous passons maintenant à une question de Daniel Villon. Daniel Villon qui a retrouvé du thé au fond d'un placard, du thé qu'elle a acheté il y a plusieurs années. Et donc elle l'a goûté et il semble avoir le même goût. D'où sa question, le thé se bonifie-t-il avec les années comme le vin ou perd-il de ses qualités ? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de réponse oui ou non. Ça dépend surtout de la torréfaction. Si c'est un thé oolong qui a été bien torréfié, en fait, il va se bonifier avec le temps, mais il faut le conserver au sec et dans un endroit pas trop chaud. Et hermétiquement de préférence. Tout à fait. Vraiment bien le fermer. Sinon, il va perdre son odeur. Et il y a par exemple le thé oolong hongshui, ou qu'on peut aussi appeler oolong torréfié à la façon de dongding, dont les feuilles se conservent plutôt bien dans le temps. D'ailleurs, en parlant de dongding, je vous renvoie à mon reportage de l'année dernière qui s'est fait à peu près à cette même période de l'année sur la culture du thé oolong ding dong. Dongding. Dong ding ding dong, voilà. Avec aussi une... C'est Noël déjà. Avec aussi une vidéo. Je me souviens encore de la vidéo. Voilà. Et donc, à propos de thé, donc, comme l'a souligné Daniel Villon, j'avais fait il y a assez longtemps, maintenant peut-être plus d'1 an, une série d'émissions sur la diversité des thés. Et je voulais signaler aussi que Floriane venait de commencer une série de décryptage sur l'histoire du thé. Également, c'est des comptes rendus de conférences de Georges Van Driem, qui est vraiment... il a plein de cordes à son arc, mais parmi les cordes à son arc, il y en a une sur le thé. C'est un très bon spécialiste du thé, il a écrit un livre. Donc voilà, je vous conseille d'écouter ces émissions. Juste un petit dernier point, bien sûr, il y a le thé Pu'er du Yunnan en Chine, mais bon, qui ne se produit pas à Taïwan, qui sont des thés qui se bonifient vraiment avec le temps, et plus c'est vieux, plus ce thé-là a de la valeur. Et je vous renvoie aussi vers le blog Tea Masters de Stéphane Erler, que j'avais interviewé à l'époque pour la série sur les thés. J'avais même entendu parler de personnes qui investissent dans le thé, par exemple le thé Pu'er, comme les gens investissent en achetant des bouteilles... bouteilles de vin. Moi, personnellement, au lieu d'investir dans l'or, j'investirais bien dans le thé. Voilà. On va passer à la dernière question. C'est une question de Guy Lelouet, que je remercie d'ailleurs de nous avoir signalé qu'il avait bien aimé le reportage sur la Tiny House à Dulan. C'est vrai que ça fait rêver. Donc sa question, c'est: à Taïwan, est-ce qu'il y a beaucoup de camping-cars et de vannes ? Alors, tu as aussi fait des recherches. Voilà, alors c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de chiffres sur ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a bien une mode du camping à Taïwan, mais pas vraiment du camping-car. Alors que c'est vrai que c'est une tendance aux États-Unis en particulier depuis plusieurs années. Ou même en France, je crois. Même en France, c'est vrai.
Mais par exemple, si on regarde les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, on voit énormément de gens qui carrément se lancent comme influenceurs van life, qui quittent leur emploi et puis qui soit aménagent une voiture ou un van en camping-car, soit en achètent un et puis ensuite partent comme ça à l'aventure. Et ça fait en principe énormément de vues. C'est vrai qu'à Taïwan, c'est pas trop le cas. J'ai trouvé par exemple un exemple de deux influenceurs taïwanais qui ont une page qui s'appelle Van Life Taiwan. Voilà, qui font vraiment surtout des photos d'influenceurs avec les camping-cars dernier cri, le matériel tout parfait, très inspiré d'Instagram, où on voit beaucoup de placements de produits un peu partout, avec des codes promo, voilà. Mais par c'est contre, pas vraiment la vie roots en fait. Enfin, non, c'est pas vraiment roots. C'est pas vraiment les années 70. C'est Van Life 2.0. Van Life Voilà. Bobo 2.0, ouais. Alors, par contre, la location et la vente de camping n'est vraiment pas très développée à Taïwan. Le camping-car, tu veux dire? De camping-car, excuse-moi. Parce que le camping, en revanche, ça marche. Ouais, selon un article très sérieux de Yahoo. Alors, j'ai trouvé que ça pouvait être dû au climat qui est trop chaud, notamment en été, et trop humide. Et comme il pleut beaucoup, c'est vrai que ça peut être assez désagréable, peut-être en camping-car. Voilà, ce serait une raison. Et aussi, la deuxième raison, je pense que c'est encore plus important, c'est le prix des parkings. Ah oui. Et des campings, mais surtout des parkings. Puisque la location d'une place de parking, par exemple à Taipei, peut être même plus chère que le loyer d'un appartement. Oui, parce que si on achète un camping-car, il faut le garer le reste du temps. Il faut le garer, c'est ça. Encore l'essence, c'est pas très cher à Taïwan, mais alors les parkings, ça coûte vraiment très cher. Donc peut-être que c'est juste pas très rentable. Et puis je pense que Taïwan, c'est un territoire assez petit qui peut se traverser en quelques heures. Et puis c'est une île, donc on peut pas passer des frontières comme ça si facilement. Donc à mon avis, ça joue aussi... Il y a moins de potentiel en tout cas, même si la nature est très belle, il y a des belles montagnes et tout ça. C'est vrai que j'en vois rarement ici des camping-cars. En revanche, les campings, le camping, c'est vraiment une mode à Taïwan ces dernières années. Mais c'est pas forcément le camping tel qu'on le conçoit en Europe, qui est plutôt... comment dire, un moyen populaire, pas cher de passer ses vacances. À Taïwan, ça peut vraiment être aussi cher qu'une chambre d'hôtel, voire plus cher. Et puis surtout, c'est carrément parfois, moi en tout cas ce que j'ai constaté, c'est les personnes qui déménagent leur maison, quoi. Avec le canapé. Tout à fait. J'ai une copine de Tainan dont le copain a tous les équipements. Elle a ils ont un sofa de camping. Plus la télé avec le karaoké. Ils ont 3 tentes. Le hobby de son copain, c'est d'acheter des tentes. D'acheter des tentes en plus. Ils sont 2, mais ils ont 4 tentes. Voilà, et puis tous les objets vraiment magnifiques. Des tentes, des lumières de des type, guirlandes. Voilà, des guirlandes. C'est vrai que moi, quand je vais au camping, tout le monde me regarde parce qu'ils se disent « Mais tu n'as qu'une petite tente avec un petit matelas ?» Alors que, eux, ils ont une énorme tente avec barbecue, télévision, karaoké, sofa. Ah oui, ils ont un projecteur pour camping aussi. Pour diffuser voir des films. Ouais. Voilà. Bon, bref, en tout cas, c'est sympa d'avoir des amis qui ont tout ce matériel-là. Parce que moi, j'ai rien à amener. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, quand on va en camping, c'est pour aussi vivre dans la nature. Simplicité et la simplicité. C'est vrai. Et du coup, ça fait un peu bizarre quand même. Mais bon, c'est comme ça à Taïwan. En tout cas, il y a plus de 1700 campings à Taïwan. Et de différentes qualités. Voilà, il y en ça a va qui du sont... plus basique au plus... luxueux. Au plus luxueux, tout à fait, avec des tentes déjà plantées où on peut simplement arriver sans rien. Et puis il y a même certains campings qui ont des sources chaudes. Ça peut être appréciable quand même. Voilà, en tout cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain courrier des auditeurs, puisqu'on arrive déjà au terme de ce courrier. Et portez-vous bien en attendant. À bientôt.